Donc bonjour à toutes et tous. Donc, je suis, Julien Meunier. Moi, je suis, conseiller pédagogique au sein du Centre d'accompagnement à la pédagogie pour, les enseignants et nous sommes, ravis de vous accueillir pour, cette deuxième journée d'études puisqu'on avait déjà organisé une journée d'études sur, l'accessibilité numérique, hem, à l'université. Donc, une 2e journée d'études intitulée «Intelligence artificielle et enseignement». Heu, Dans un premier temps, je voudrais remercier, vraiment chaleureusement l'ensemble, de l'équipe, du CAP qui a participé à l'organisation de cette journée, qui s'est mobilisée pour que, voilà, ça puisse, se passer dans de bonnes conditions d'accueil. Donc, vraiment, je les en remercie parce que ça a nécessité, un travail conséquent. Et puis, je voudrais remercier aussi, l'AMSH, voilà, de nous accueillir, en particulier, Lydia Saebra qui a aussi nous a mis à disposition un certain nombre de choses pour que ça puisse se faire aussi dans de bonnes conditions. Donc, je tenais à la remercier aussi en particulier parce que c'est, vraiment, grâce à elle qu'on a pu organiser ça, sereinement. Cette deuxième journée d'études, on s'est fixé quelques objectifs, hein, pour cette journée. L'idée pour notre établissement, bah, c'est un peu d'entamer une réflexion, collective sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et leur impact, sur, les pratiques pédagogiques. D'essayer d'identifier ensemble, les potentialités et les problématiques de l'usage de ces outils dans nos stratégies d'enseignement. Et puis surtout, ce qu'on voulait, c'est aussi ouvrir un espace, pour partager collectivement à la fois nos appréhensions, nos enthousiasmes peut-être, et nos doutes, concernant l'usage, de ces outils. Voilà ce qu'on espère pour cette journée, de pouvoir appréhender, les différentes problématiques et échanger aussi et puis, constater que certains enseignants ont déjà commencé à expérimenter des choses et ce sera un peu l'objet de cet après-midi en allant voir concrètement comment, l'usage des IA est faite par, certains de nos collègues. Quels outils ils utilisent, quelles limites, quels avantages, ils voient un petit peu à l'usage de ces différents outils. Je vais vous faire un petit rappel, du programme rapidement, et vous donner quelques consignes aussi pour l'organisation de la journée. Alors sur le programme, donc on ouvrira, cette journée avec une intervention, d'Émilie Vieron, donc qui est, vice-présidente, aux initiatives pédagogiques et numériques et Bertrand Billot aussi, vice-président au numérique, voilà, qui vous diront quelques mots pour ouvrir cette journée. Et puis ensuite, nous aurons donc une conférence de Thierry Brouard, enseignant-chercheur en informatique, et qui évoquera quelques éléments de définition, de fonctionnement des outils, des usages. On aura ensuite un temps d'échange avec Thierry Brouard et puis une petite pause. Vous pourrez retourner au café ou attraper une petite madeleine si ça vous plaît. Et puis à 11 heures, nous aurons donc une table ronde autour de la question des enjeux pédagogiques et sociétaux d'usage des IA avec Béatrice Markov, qui est enseignante-chercheur en informatique, et Bastien Mas, qui est chef de projet pour la chaire UNESCO Relia et délégué général donc, de l'Université de Nantes et délégué général de l'association Classe Code. Voilà, il pourra expliquer précisément ce que c'est que la chaire UNESCO Relia, Relia qui veut dire ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Une pause déjeuner où vous serez libre de vos mouvements. Nous n'avons pas prévu de repas, donc il y a à votre disposition les sandwicheries et restaurants Hauts de Lyon. Et puis nous reprendrons donc à 14 heures précises, même d'ailleurs nous vous invitons si possible à être là plutôt vers -10 pour commencer dans les salles, dans les ateliers cet après-midi à 14 heures précises. Voilà, histoire qu'on ne se mette pas en retard. Donc cet après-midi, plutôt des présentations ou des ateliers, voilà, où des enseignants vont montrer des choses, montrer ce qu'ils font, discuter, dialoguer avec vous sur les difficultés ou les avantages que représente l'usage de ces outils.
Donc une première session d'atelier de 14 heures à 14h45, de nouveau une pause de 14h45 à 15h15, et puis une deuxième session d'atelier de 15h15 à 16h. Et puis on se retrouvera donc ensemble à 16h dans cette salle pour clôturer cette journée avec une intervention donc, de Florent Malrieux, vice-président à la formation. Voilà, où on dialoguera aussi peut-être un peu des perspectives pour notre établissement sur la question d'usage des intelligences artificielles. Voilà pour le programme. Quelques consignes pour le déroulement de la journée. Alors, une consigne que je nous adresse à tous collectivement, on va essayer de tenir les horaires. Donc, à la fois, je l'adresse aux animateurs des ateliers, aux animateurs de la conférence, de la table ronde et aux intervenants. Et puis, collectivement, voilà, on va essayer d'être vigilant sur les horaires pour qu'on puisse vraiment avoir le temps d'échanger et puis de débattre. Voilà. Vous avez normalement des éco-cups que vous pouvez garder toute la matinée ou toute la journée, mais si vous ne voulez pas transporter votre éco-cup à midi, vous pourrez les déposer dans un bac qui sera prévu à cet effet. S'il n'est pas encore là, il le sera bientôt. Donc vous pourrez le déposer et récupérer en début d'après-midi une éco-cup propre. De penser à restituer votre badge à la fin de la journée, puisque nous réutilisons l'ensemble de ces badges. Et puis, oui, d'anticiper, je vous disais, un petit peu le début des ateliers de cet après-midi en étant présent vers 13h45, 13h50 pour débuter les ateliers à l'heure. Nous avons une captation de cette journée qui est effectuée, et puis nous avons aussi des collègues donc de la cellule de production multimédia du CAP qui vont aussi réaliser des interviews. Donc vous sollicitez peut-être les uns et les autres. Donc voilà, si vous en êtes d'accord, voilà, on est intéressé pour récolter vos impressions, vos sentiments sur cette journée. Une dernière chose, il y a aussi une table qui est à votre disposition là-bas, qui a été organisée donc par le service de la direction des bibliothèques et des archives, avec un certain nombre de documents qui sont en lien avec cette journée. Donc n'hésitez pas à aller consulter les ouvrages qui sont sur cette table, voilà, qui pourra continuer à alimenter notre réflexion. Il est 34. Je vais inviter donc Bertrand Billot et Émilie Viron à venir ouvrir cette journée. Voilà. Merci Julien. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ouvrir cette journée avec Bertrand, évidemment, sur l'intelligence artificielle et l'enseignement. Ce sujet est un sujet très présent dans nos discussions entre collègues, avec les étudiants, et évidemment, ça questionne nos pratiques, à la fois pédagogiques, mais aussi éthiques et citoyennes. Bon nombre d'entre nous s'interrogent en effet sur la manière de composer avec ce nouvel outil qui s'invite dans les apprentissages de nos étudiants et donc dans leurs travaux et leurs évaluations. Ce n'est pas la première fois que l'arrivée de technologies bouleverse les méthodes d'apprentissage. On peut penser à l'arrivée de la calculatrice, de l'ordinateur, d'Internet, que nous avons finalement intégré à notre quotidien, dans nos pratiques d'enseignement notamment, car nous les maîtrisons au moins en partie. Dans tous les cas, cela n'a été possible qu'en arrivant à comprendre comment fonctionnent ces technologies, ce qu'elles permettent, mais aussi ce qu'elles ne font pas, afin d'axer l'apprentissage de nos étudiants sur des tâches cognitives de plus haut niveau. Et ainsi envisager un usage éclairé de ces technologies par tous. Il me semble qu'il en sera de même pour l'IA. Ces questions sont néanmoins bien légitimes, car en tant qu'enseignantes et enseignants, nous avons à cœur de nous assurer de la maîtrise par nos étudiants des savoirs académiques, sans quoi les diplômes ne valent plus rien. Nous avons aussi le souhait de contribuer à développer l'esprit critique de nos étudiants, les aider à devenir des citoyens responsables et éclairés. Concernant l'IA, cela passe par la connaissance et la maîtrise des enjeux liés à son utilisation. Autant de questions qui trouveront peut-être des réponses avec les conférences, tables rondes et ateliers prévus ce jour. Je remercie donc tous les intervenants ainsi que tous les collègues du Centre d'accompagnement à la pédagogie pour l'organisation de cette journée qui promet d'être riche d'enseignements pour nous tous. Merci Émilie.
J'ajouterais que depuis un an, le terme IA a complètement envahi notre univers, hein, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, les discussions, tous nos échanges. Et pourtant, le terme, moi, je le connais depuis que je suis né. On en a toujours parlé de l'IA. J'avais du mal à voir ce que c'était. Et peut-être que je vois encore difficilement ce que c'est aujourd'hui. Alors, je prends ce parti pris, hein, parce que je veux pas couper l'herbe sous le pied des intervenants. Je voudrais juste vous lire la première phrase de la Déclaration de Montréal. C'est une déclaration qui vise à encadrer ce qu'est l'IA. J'aime bien cette phrase, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est possible de créer des systèmes autonomes capables d'accomplir des tâches complexes que l'on croyait réservées à l'intelligence naturelle. Traiter de grandes quantités d'informations, calculer et prédire, apprendre et adapter ses réponses aux situations changeantes, et reconnaître et classer les objets. Alors, je fais une petite incise sur la loi de Moore, parce que je me suis intéressé à ça, à partir de 1973, où sur un processeur, on trouvait à peu près 4000 transistors. La loi de Moore dit que à peu près tous les 18 mois, on va faire x2 le nombre de transistors. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, on est à plusieurs milliards de transistors sur nos semi-conducteurs et processeurs. C'est ce qui a permis pour moi que ce concept devienne une réalité aujourd'hui. Alors comme je suis pas là pour faire, je dirais, un grand discours, moi j'ai plein de questions et donc je vais les poser. C'est comme ça que je vais finir cette introduction. Il y a d'abord un nouveau vocabulaire. Donc l'IA, c'est quoi? Générative. Alors, IA générative. Ok. Et derrière, il y a un mot pour moi qui était un gros mot il y a encore quelques temps, LLM pour Large Language Model. Bah, c'est quoi un modèle? Je ne sais pas. J'espère que l'apprendre aujourd'hui. Et du coup, une IA, ça sert à quoi? Je lis partout que c'est incontournable, qu'il ne faut pas rater la révolution de l'IA. Bah, je me pose aussi la question, en quoi est-ce incontournable dans ma vie? Qu'est-ce que ça a changé pour moi quand je fais mes courses, mon sport, mes activités? Je ne sais pas. On parle d'entraîner une IA. Alors voilà, moi je suis pas coach, hein, donc je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, entraîner une IA. Bah, si je sais, mais je préférerais que ça vienne de nos conférenciers, parce que moi je ne sais pas bien comment l'expliquer. Et il paraît qu'il faut passer par un prompt. Alors moi, le prompt, je suis informaticien, c'est un truc où je tape des lignes de commande. Mais qu'est-ce que ça fait derrière? Pareil, c'est une bonne question. Et il paraît qu'il faut être formé pour savoir l'utiliser correctement. Ensuite, quelles applications pour notre université? Et ben là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est là pour ça toute la journée. Ensuite, on parle d'IA responsable. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie et je me demande du coup si on a des IA irresponsables. C'est une question aussi que je pose. Et puis, j'ai pu lire dans certains rapports gouvernementaux l'IA créatrice ou destructrice d'emplois. Je ne sais pas. Moi, j'ai un ami dessinateur qui me dit qu'il n'a plus de commandes aujourd'hui parce que les images sont générées de manière aléatoire et par une intelligence artificielle. Et puis, j'ai une incertitude pour l'avenir. Est-ce que l'IA est en train de prendre le contrôle de nos vies? Moi, je trouve qu'on a des concepts qui deviennent proches de ce qu'était la SF il y a 20 ou 30 ans, et même récemment. Et puis, ma dernière question, je pense à Asimov. Est-ce que si je demande à une IA de se supprimer, de se détruire, elle le fait? Voilà. J'espère que vous me répondrez à toutes ces questions. Et j'en reste là, je vais laisser la parole aux spécialistes. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais inviter Thierry Brouard et Marie-Laure Trébul pour l'introduction de cette conférence. Bonjour à toutes et à tous. Je serai vraiment très brève. Je vous invite à noter quelques questions, si vous le souhaitez, pour les poser à Thierry à l'issue de sa conférence. Et puis, je vais lui laisser maintenant la parole. Je serai la gardienne du temps. Donc, on a une conférence d'environ 45 minutes. Je pense que Thierry va essayer d'être un petit peu plus rapide. Et puis, un petit quart d'heure qui sera consacré aux questions. Donc Thierry Brouard, je suis enseignant-chercheur au LIFAT, Laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de Tours, depuis un peu plus de 25 ans, où je m'intéresse aux questions d'apprentissage automatique et donc de conception de modèles d'IA et d'algorithmes d'entraînement de ces IA. Et donc aujourd'hui, la conférence, alors je savais pas trop comment l'appeler parce qu'elle est relativement vaste, du coup j'ai dit 45 minutes pour parler d'IA, mais finalement ça va peut-être être que 35. Bon. Un bon mot pour démarrer, l'intelligence artificielle comme définie comme le contraire de la bêtise naturelle. Alors je sais pas trop commenter ça, donc je vais peut-être plutôt essayer de trouver une autre définition. Alors des définitions de l'IA, il y en a à peu près autant que d'années d'études, hein, ça évolue un peu avec le temps. Il n'y a pas vraiment de réel consensus pour l'instant, c'est
plutôt un domaine où il y a beaucoup de choses qui interagissent, aussi bien des métiers. On va trouver des mathématiciens, des chercheurs, des ingénieurs, on va trouver des psychologues également. Donc on va trouver beaucoup de corps de métiers différents. On va beaucoup trouver également de techniques de calcul et de modélisation et d'algorithmes, enfin, beaucoup de choses, bref. Dans les choses qu'on retrouve quand même assez régulièrement, c'est que l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui va se substituer à l'homme, mais c'est quelque chose qui va reproduire des comportements ou qui va simuler l'intelligence humaine. Donc on retrouve ça, donc je vous ai mis donc à chaque fois vous avez des petits crochets, là ce sont des citations, à la fin il y a un QR code et vous pouvez télécharger la biblio pour ceux qui veulent approfondir. Donc il y en a une qui est extraite d'une brochure du Parlement européen, je vous la raconte vite fait. Donc l'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Alors, la créativité, c'est peut-être un petit peu, enfin, il y a aussi débat, hein, mais le raisonnement, c'était quand même l'idée initiale, c'était de voir si on pouvait faire de la pensée, ou en tout cas faire du raisonnement, ou produire de la décision au moyen de quelque chose qui est plutôt du calcul, donc de pouvoir l'automatiser au moyen d'une machine. Et puis l'idée de planification est également intéressante parce que dans de la résolution de problèmes, la solution est peut-être pas toujours évidente. Et il y a cette idée d'être capable de décomposer un problème en sous-tâches et de pouvoir résoudre chaque sous-tâche les unes après les autres pour obtenir l'objectif. On trouve dans la littérature beaucoup de classifications. Il y en a une qui vaut ce qu'elle vaut, qui consiste à essayer de fabriquer une taxonomie des approches. Donc d'un côté, on considère du raisonnement qu'on oppose des fois à du comportement, et de l'autre côté des humains qu'on oppose à du rationnel. On se demande bien pourquoi. Sachant que la famille qui est la plus fournie actuellement, ce sont les agents rationnels, donc des systèmes qui agissent rationnellement. Donc la plupart des logiciels qu'on développe, ils rentrent dans cette catégorie-là. Quelques repères historiques rapidement. Alors, on pourrait remonter très très loin si on reste dans un futur relativement proche. En tout cas, on aurait presque pu être contemporain. On va citer les travaux d'Alan Turing, donc 1948, un rapport de recherche qu'il a publié, et puis un article qui a fait date en 1950, où il imagine deux types d'approches. Donc une approche où chaque être humain qui possède un certain savoir-faire peut essayer de l'exprimer, et on va essayer de le modéliser au moyen de règles. Donc on a une approche dite symbolique, où l'idée c'est de modéliser la connaissance. On appelle ça des approches descendantes. On est capable de résoudre le problème à la main avant et on va l'informatiser, on va l'automatiser. Une autre possibilité, parce qu'ils sentaient bien que c'était peut-être un petit peu délicat. D'abord, quand on réunit plusieurs experts autour d'une table, ils sont pas toujours tous d'accord sur la même manière de faire. Et puis, peut-être que c'est une approche qui n'est pas forcément très très souple en termes de résolution. Et puis ça suppose également qu'on sache résoudre le problème, et on n'a pas nécessairement tous ces cas-là qui sont réunis. Donc une autre approche, c'était de se dire peut-être que si j'arrive à rassembler un certain nombre de données d'entrée qui vont spécifier mon problème, et puis un certain nombre de décisions qui sont liées à ce problème-là, je pourrais imaginer que la machine fabrique le modèle qui va permettre de relier ces données d'entrée à ces décisions. Donc ça, on appelle ça couramment des IA numériques souvent, ou des IA qui sont basées données, c'est plutôt le terme à la mode. Et puis, ça rentre dans le cas d'approches qui sont dites ascendantes. Je pars des cas particuliers, les données, et je remonte vers une généralisation qui serait un logiciel qui serait capable de produire les données à partir de ces données d'entrée. D'où vient le terme intelligence artificielle? Ça, c'est pareil, c'est pas très très facile à savoir. Globalement, la littérature repère 1956, la conférence de Dartmouth, et on trouve dans les publications de 1955, l'année d'avant, les demandes de financement. Voilà, donc on peut regarder 55-56, et principalement la petite personne là qui est encadrée en rouge, qui a été un peu l'initiateur de tout ça, donc John McCarthy, pardon, donc étudiant à l'Institut de technologie de Californie. Il a travaillé sur la conception d'un langage qui plus tard, donc en 58, est devenu le langage Lisp, et qui fait date dans toute la fabrication des IA symboliques. Voilà. Je vous ai mis une petite carte pour localiser où était cette conférence. Ça, je vais pas tout commenter parce qu'il y a beaucoup de choses. Globalement, on a en haut les approches qui sont ascendantes, donc tout ce qui relève de je pars des données pour obtenir des algorithmes, et puis en bas tout ce qui était plutôt descendant, je pars des connaissances pour produire des logiciels. Il y a un certain nombre de choses qui sont pas forcément toutes notées.
Ce qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup de choses se sont produites bien avant ce qu'on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de deep learning, on parle d'un certain nombre d'opérateurs. Donc, il y en a un qui s'appelle Relu, par exemple. Et Relu, c'est un opérateur qui date des années 70. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui existaient dans le passé, mais qu'on n'avait pas les moyens de mettre en œuvre. On n'avait pas les puissances de calcul, par exemple. On n'avait pas suffisamment de données non plus pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a ressorties des cartons. Il y a eu des périodes où c'était un peu vache maigre. Hein. Vous avez deux zones là qui sont un peu sombres, un peu avant 80 et aux alentours de 90. C'est ce qu'on appelle les hivers de l'IA. À un moment donné, on a un peu perdu espoir dans ce que ces technologies-là étaient capables de faire et on les a un petit peu boudées. Et notamment, on doit un renouveau de l'IA un peu après 1980, notamment pour toutes les approches ascendantes, à quelqu'un qui s'appelle Geoffrey Hinton, qui a énormément travaillé dans ce domaine-là et qui est un des pères de toutes les IA modernes, notamment les modèles de langage dont parlait Bertrand tout à l'heure. Et on a Alan Turing qui est ici, qui a une grosse influence sur le côté un peu idéologique. Bon, jusqu'aux années 2000, globalement, on avait des machines qui n'étaient pas forcément très performantes. Et puis, il y a eu tout un tas de choses qui ont convergé. Alors, l'essor d'Internet, notamment, et le concept de Web 2.0, où les gens ont pu déposer leurs données sur Internet pour pouvoir les partager avec d'autres personnes, ce qui a permis d'accumuler des quantités de données assez importantes. Donc, ça, on note un peu de choses près 2001 comme date de départ pour cette période-là. On va retrouver également la possibilité de faire beaucoup plus de calculs qu'avant, donc à travers la production de cartes GPU. Donc au départ, c'était des cartes graphiques pour faire des jeux, puis après on s'est dit, on n'a peut-être pas forcément besoin de l'affichage, on peut se contenter simplement de la puissance de calcul qu'il y a dessus. Donc ça a permis d'avoir des moyens de calcul beaucoup plus performants pour un coût beaucoup moindre. Et donc ça, on note à peu près 99, sachant que les premières implémentations réellement solides d'IA sur du GPU, c'est 2003-2004 qu'on trouve dans les contests internationaux. Et puis un certain nombre d'avancées théoriques, parce que comme maintenant on pouvait faire du calcul, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui se passaient très bien. Et donc il y a eu un certain nombre d'avancées théoriques, notamment en 2003, la création d'une technique de calcul qui permettait de pouvoir empiler beaucoup de couches dans des modèles. Je vais revenir sur ce que c'est après. Donc, qui permettait de faire des modèles beaucoup plus performants, donc des IA qui étaient également plus performantes. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que l'IA symbolique, elle est passée vraiment en deuxième rideau, même si elle est pas morte en tant que telle. Alors, une première raison, c'est que dans le rapport Villani sur la politique de la France à mener dans ce domaine-là, l'IA symbolique n'est jamais citée, ça se concentre uniquement sur l'autre approche. Néanmoins, elle a quand même un certain nombre de choses qui sont intéressantes et petit à petit, on essaye de retourner, même si c'est pas toujours des IA symboliques, mais en tout cas vers des fonctionnements qui sont beaucoup plus explicables. Alors, la première chose, j'ai noté 4 points en rouge qui sont les plus importants. Ce type d'IA, c'est une IA qu'on peut expliquer. On peut comprendre ce qu'elle fait, donc elle peut nous expliquer comment elle fait, ce qui va nous faire permettre également de mieux comprendre certaines choses et donc de progresser. Dans la mesure où on est capable de diagnostiquer là où ça ne fonctionne pas bien, a priori, on est capable également de la corriger, donc ça permet d'augmenter sa fiabilité, donc c'est plutôt quelque chose qui est intéressant et rassurant pour nous. Et c'est également une IA qu'on va pouvoir fabriquer sur mesure, donc elle est limitée à un certain nombre de tâches, elle ne peut pas sortir de ces tâches-là, ce qui n'est pas réellement le cas des IA qui sont basées sur les données. Donc on a des champs de recherche comme XAI, une IA explicable, qui vise à essayer de coupler un petit peu les deux secteurs, donc d'avoir des IA numériques, parce que aujourd'hui c'est ce qui fonctionne le mieux, et ce qu'on maîtrise quand même relativement bien, mais qui en même temps soit explicable. Et si je regarde un peu comment les choses se sont envolées du côté des IA bases données, donc ça c'est un graphique qui est extrait du rapport annuel sur l'intelligence artificielle de l'université de Stanford, c'est un document qui fait assez autorité dans le domaine, où on se rend compte que le nombre de publications scientifiques qui concernent l'apprentissage automatique, c'est la courbe qui s'envole et qui monte le plus haut, là. Il y a un certain nombre de cassures. Ces cassures correspondent également à la publication de certains points de repère un petit peu dans le domaine de l'IA. Donc ça a commencé doucement avec l'arrivée d'un certain nombre d'IA qu'on appelle des IA antagonistes, donc des IA génératives antagonistes. Donc vous imaginez deux logiciels qui s'affrontent, il y en a un qui essaye de faire quelque chose, il y en a un autre qui essaye de le critiquer ou de le décourager, et donc c'est à celui qui gagnera. Donc ça, c'est pas très fatigant pour nous, puisqu'on a juste à regarder
le fonctionnement. Et donc, ça, c'est 2014, et ça a été un des points de départ des IA génératives. On va retrouver 2016 AlphaGo, donc l'usage de l'apprentissage par renforcement, qui est une technique d'apprentissage assez intéressante, qui a permis également de construire de nouveaux modèles, et puis 2017, l'arrivée de modèles qu'on appelle des transformers, et qui sont la base de la quasi-totalité des modèles de langage, des LLM dont Bertrand parlait tout à l'heure. Un tout petit peu de technique pour voir rapidement, avoir quelques grands principes, voir comment ça fonctionne. Bon, tout ça, ce sont des modèles de calcul. Donc en fait, l'idée, c'est de fabriquer une très grosse fonction mathématique qui va permettre de relier des données d'entrée, donc des images ou du son ou du texte ou un mélange de tout ça ou des mesures, bref, tout un tas de choses, à un résultat qu'on souhaite avoir. Donc ce résultat, il peut être très très simple. Il peut dire, j'ai des trous dans mon image, il faut la boucher. Donc ça permet de faire des applications qui vont remplacer des personnages et les effacer, par exemple. Et puis il y a des trucs qui sont un petit peu plus dérangeants. J'ai reçu ce matin une publication là d'American Psychologist qui expliquait qu'on pouvait, par reconnaissance faciale, dans une certaine mesure, prévoir les orientations politiques des gens. Donc ça, c'est pas forcément très rassurant. Il y a deux problèmes qui se posent à la fabrication de ces modèles, c'est quelle structure on lui donne, donc quelles sont les variables qu'il y a dedans, comment elles sont reliées entre elles, quel sens elles ont, comment on les calcule, et puis différents paramètres. Donc les paramètres, ça va être les différentes valeurs qu'on va pouvoir utiliser pour pondérer l'information à l'intérieur du réseau. Donc derrière, vous avez une espèce de petite chose bleue là, donc vous pouvez imaginer les liaisons, c'est les traits, et puis les variables dont je parle, ce sont des neurones dans un réseau de neurones. Alors vous les voyez pas, je sais pas pourquoi, et passe-passe. Voilà. Donc il y a sans doute des choses que vous voyez pas depuis le début, mais c'est pas très grave. Vous pourrez sans doute télécharger les slides. Bon, et plusieurs usages, alors deux grosses familles d'usages qu'on peut demander à ce type de modèle, c'est de la classification. Alors soit parce que les choses se ressemblent, soit parce qu'elles ne se ressemblent pas. Donc quand elles ne se ressemblent pas, on les met dans des groupes séparés. Puis on voit ce qui se passe une fois qu'on a toutes les choses qui ont été séparées les unes des autres, elles sont disposées. Ou au contraire parce qu'elles se ressemblent. Donc on peut faire de la structuration comme ça, où on peut avoir l'information comme quoi tel élément inconnu a priori ressemble à une catégorie qu'on connaît. Donc la reconnaissance faciale, par exemple, rentre dans cette catégorie-là. Et puis sinon, on peut faire de la régression. Donc l'idée de la régression, c'est de pouvoir prolonger des données qui sont à traiter. Si je donne toutes les informations sur la température, la pression, la vitesse du vent et toutes ces choses-là, peut-être que la machine pourra me prédire le temps. Donc c'est l'idée de ce type d'approche. Un petit exemple tout bête sur un neurone. Donc le neurone, c'était 1943, McCulloch et Pitts, qui envisageaient de produire un modèle théorique d'un neurone biologique. Donc là, on a fait une petite mécanique qui n'était pas très compliquée. J'ai un certain nombre de données qui vont être représentées la plupart du temps par des nombres. Chaque nombre qui va rentrer va être multiplié par un coefficient. Là, c'est les W1, W et ainsi de suite. Donc, je prends chaque donnée, je la multiplie, je mets tout ça dans une grosse addition, je fais passer ça dans une fonction qui va transformer la sortie. La plupart du temps, c'est pour contrôler l'amplitude du résultat. Les propriétés mathématiques de cette fonction sont intéressantes après pour le machine learning, et puis ça me permet d'avoir un neurone. Voilà. Donc ce neurone, en gros, il est capable de classifier, c'est un classifieur linéaire, il est capable de séparer les choses en deux groupes. Donc en gros, il fabrique une équation de droite dans un espace. Bon, si je veux faire un réseau de neurones, je reprends mon neurone et puis je l'assemble au sein d'une structure. Alors j'ai une structure, là j'ai mis 3 neurones sur la première couche, 2 neurones sur la suivante, 1 neurone sur la fin. Et puis je m'arrange pour que les neurones du milieu prennent les informations sur les neurones d'avant. Voilà. Puis celui-là, c'est un réseau qui est super sympa parce qu'on l'appelle feed-forward. Donc tout ce qui se passe à la couche n dépend uniquement de ce qui se passe à la couche n-1. Donc ça, c'est assez pratique à utiliser. Et beaucoup de réseaux de neurones sont des neurones de ce type-là parce qu'ils sont assez faciles à apprendre. Comment ça s'apprend maintenant? Alors quelques principes sur l'apprentissage, je vais pas rentrer trop dans le détail. L'idée de l'apprentissage automatique, c'est de régler tous les paramètres, donc les W tout à l'heure, les poids à l'intérieur du neurone, voire dans certains cas, ça c'est un peu plus difficile à contrôler, la structure. Donc on pourrait imaginer des algorithmes d'apprentissage qui fabriquent automatiquement des structures de réseaux de neurones, donc contrôler le nombre de neurones, la manière dont ils sont reliés, le type de neurones, les couches, toutes ces choses-là.
d'après les données dans le but de maximiser la sortie. Donc, le concept d'apprentissage automatique, c'est Turing dans le papier de 48. Le terme d'apprentissage automatique, machine learning, c'est la littérature a plutôt retenu Samuel en 59. Et puis, les premiers algorithmes réellement d'apprentissage du neurone, c'est 49, donc 6 ans après le modèle du neurone. Et puis après, il y a eu plein d'étapes. Et aujourd'hui, la recherche est toujours extrêmement active dans ce domaine-là. Le moindre microseconde qui est gagné dans l'apprentissage est importante. Et puis, dernier point, vous avez sans doute entendu parler à travers la radio, la télévision ou autre, qui est le deep learning. Donc ça, c'est un des sous-ensembles du machine learning, dans le cas où on a plein de couches qui sont les unes derrière les autres. Donc la profondeur indique la taille du réseau. Un petit slide sur l'apprentissage supervisé. Donc mon modèle ou mon réseau de neurones, il est là-dedans. Le principe, c'est je lui donne des données d'entrée, il y a un calcul qui se fait, j'obtiens une décision. Alors, cette décision, elle correspond pas toujours à ce que je veux. Donc, je vais l'instrumenter avec un algorithme qu'on appelle de l'apprentissage. Donc, là, il est supervisé en l'occurrence. Donc, j'ai une grosse boîte là-haut avec des boutons et puis un cadran. Le cadran, il sert à mesurer l'écart qu'il y a entre les données, enfin la sortie que j'aurais dû obtenir et puis la sortie que j'ai obtenue. Donc, ça veut dire que dans ce mécanisme-là, je dois lui donner les données d'entrée, puis la sortie, la décision que je devrais obtenir, et je vais observer quelle est la décision qui est produite. En fonction de quoi, il y a un petit cadran là-haut qui s'appelle BIAS, qui me permet de savoir est-ce que je suis réellement en phase avec la sortie ou pas. Donc, est-ce que mon modèle, il est précis, est-ce qu'il produit le résultat attendu. Et puis, si c'est pas le cas, je tourne les boutons dans le but d'essayer de régler le problème. Alors, c'est pas moi qui tourne les boutons, hein, c'est la machine qui va essayer. Donc, il y a des algorithmes plus ou moins intelligents pour ça, plus ou moins fins, plus ou moins rapides en calcul, qui va modifier les paramètres pour maximiser le nombre de fois où la décision produite correspond à la décision attendue. L'image n'est pas tout à fait fausse, hein, parce qu'à l'origine, en 56, quand Rosenblatt il a commencé à créer le perceptron pour faire l'apprentissage, c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Sauf que lui, il n'avait pas de bouton à tourner, c'était des fils à brancher. Mais c'était l'idée, hein, c'est une recherche manuelle. Là, aujourd'hui, la recherche est automatique. Dans beaucoup de cas, on ne peut pas forcément traiter les données comme ça de manière brutale. Donc, il y a toujours une phase d'encodage des données. Et alors, quelque chose qui est notable aujourd'hui et qui fait le succès de beaucoup de modèles, c'est que historiquement, c'était l'humain qui encodait les données. Donc, il fallait que l'humain analyse le problème et décide de quelle direction il allait chercher. Et selon son flair ou selon ses compétences, parfois, il était juste pas possible de créer une IA qui résolvait le problème. Là, aujourd'hui, dans toutes les approches type deep learning, ce qu'on fait, c'est qu'on a une grosse partie du réseau, en gros, tout moins les 2 dernières couches, sont dédiés à la manière de transformer les données pour les projeter dans un espace où il sera possible de les traiter efficacement par les 2 dernières couches. Et en général, on garde les 2 dernières couches parce qu'il y a un théorème de Sebenko en 89 qui dit qu'on peut résoudre n'importe quel problème de classification avec 2 couches de neurones. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette approche, c'est que ça crée un dilemme. C'est-à-dire que dans un cas, on pré-traitait le problème, donc on savait dans quelle direction on allait aller. Donc, on gardait une notion d'explicabilité. Aujourd'hui, finalement, l'explicabilité, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la performance. Donc, on a délocalisé tout l'aspect recherche d'informations, recherche de la manière dont on va traiter le problème au réseau. C'est l'algorithme de machine learning qui se débrouille avec tout ça. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la performance maximum. Sauf qu'à la fin, ça fait une grosse boîte noire et on ne sait absolument pas comment la machine a fait pour construire cette boîte-là. Une chose intéressante également dans l'histoire, qui a été un tournant également pour tous les modèles actuels, c'est dès l'instant où on s'est dit, c'est une réflexion de Geoffrey Hinton aussi, hein, dans un de ses papiers, qui a posé la chose suivante, c'est que si j'arrive à construire une IA qui est parfaitement capable de reproduire ces données d'entrée, ça veut dire qu'elle a complètement compris comment ces données étaient structurées. Donc une sorte de photocopieuse, mais un truc un peu intelligent, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aussi à la variabilité des données d'entrée. Donc l'idée, c'était de construire des modèles, quand on les représente, ils sont souvent en la forme de diabolo, couché. Donc je pars d'un gros volume, je me concentre vers un point qui est relativement petit, donc j'ai abstrait mon problème sur un petit nombre
de valeurs numériques, et ensuite je repars de ce petit nombre et je remonte à ma source. Donc les IA génératives en images fonctionnent de cette manière-là. Je leur ai appris un certain nombre d'images, je perturbe un petit peu mon point là où il y a relativement peu de données, et la machine me permet de reconstruire une image un peu différente. Donc ce concept-là, à partir de 2006, s'est développé à travers différents travaux, donc j'en ai cité quelques-uns, et ça a permis d'aboutir à des applications, notamment en génération d'images, donc tous les modèles de diffusion, Midjourney, DALL-E ou autres que vous avez pu entendre parler ou utiliser fonctionnent sur ce principe-là. Et puis également de la génération de texte, donc à travers les transformers, donc qui sont une adaptation plus facile à apprendre que les modèles de diffusion, sachant que ces transformers ne sont pas liés, ne sont pas uniquement capables de générer du texte, ils sont capables de faire de la classification et de faire un certain nombre d'autres choses, j'en parlerai tout à l'heure. Celui-là, je vais le passer pour essayer de rester dans les temps. Bon. Donc, mon modèle de transformer, j'ai encore un quart d'heure, chouette. Mon modèle de transformer, je ne suis pas à la moitié des slides par contre. Donc bon, vous avez entendu parler qu'il y avait sur le marché un outil qui s'appelait ChatGPT. Alors ChatGPT, ça c'est le chatbot, donc c'est la face visible de l'iceberg. Par contre, dessous, il y a un modèle qui s'appelle GPT, qui est un modèle de transformer. Ce modèle, il ne sait que prolonger un texte. Donc on lui a appris un certain nombre de choses, et quand on lui donne un début de texte, il fabrique à la suite un mot qui est le plus probable par rapport à ce qu'il y avait avant. Et puis il peut recommencer par rapport au mot qu'il a rajouté, il peut rajouter un deuxième mot, et il peut comme ça fabriquer des histoires autant qu'on a envie. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un modèle comme ça qui finalement n'est pas forcément très utile, sauf peut-être pour des écrivains? En fait, il suffit de mettre le modèle de l'ambiance. Donc on va essayer d'expliquer au modèle, tu es un robot qui doit répondre à un certain nombre de questions, tu dois te comporter d'une certaine manière et tu dois obéir à ces règles-là dès l'instant où l'utilisateur va te poser une question. Et donc, ça crée toute une narration, ce qui va permettre au modèle de se placer dans un certain endroit dans son espace de représentation, et en fonction de la question de l'utilisateur, il va choisir dans quelle direction aller, qui est la direction la plus plausible. Mais c'est pas un moteur de recherche, ça reste un générateur de texte. Donc, une des anecdotes amusantes dans l'histoire, on retrouve dans une publication là un utilisateur qui a essayé de découvrir comment Bing Chat faisait. Et donc, il a posé la question de manière assez innocente à la machine. Rappelle-moi ce qu'on s'est dit la dernière fois, sachant qu'il démarrait une session. La dernière fois, c'était le prompt, en gros. Et donc, on va retrouver tout un texte qui va être fourni à la machine avant que vous posiez vos questions. Et c'est ce qui va donner une sorte de personnalité au chatbot quand vous allez interagir avec lui. Bon, normalement, on n'accède pas à ce genre de choses. Aujourd'hui, ça fait partie des secrets qui sont gardés, puisque c'est une manière de piloter l'IA et de donner une sorte de personnalité au chatbot. Ça, c'est pas suffisant, en fait. Donc, GPT-3, il est là-haut. C'est pas suffisant. Donc, le GPT-3, c'est ce qu'on appelle un modèle de fondation. C'est une sorte de couteau suisse dans l'IA. Pour que ça soit réellement un chatbot, il faut le rendre politiquement correct. Donc, il faut qu'il ait des réponses qui soient un peu plus humaines, qui soient un peu plus vraisemblables et qui correspondent à la manière qu'ont les humains d'interagir avec eux. Donc là, il y a les travaux de 2017 qui existaient déjà avant qu'on s'engage réellement vers le monde des transformers. Donc du RLHF, de l'apprentissage par renforcement avec feedback humain. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, ça fait partie du travail invisibilisé. Il y a des gens qui sont payés relativement peu dans des pays économiquement faibles. Et on leur demande à longueur de journée d'étiqueter un certain nombre de choses pour améliorer le type de réponse. Je reviendrai un peu sur ça après. Et puis, une fois que cette chose-là est faite, donc on a des réponses qui sont un peu plus conformes à ce que les humains attendent, mais pas toujours très politiquement correctes. Donc on rajoute après une couche de sécurité là qui s'appelle PPO, qui est sensiblement la même époque, c'est aussi 2017, les premiers papiers sur ces technologies-là. Et donc ça, c'est le cadre dans lequel le chatbot n'est pas censé sortir pour pouvoir faire quelque chose qui soit publiable et éviter que le chatbot, d'un seul coup, il ait des tendances particulièrement racistes ou antisémites ou quoi que ce soit. Enfin, l'IA regorge de faits de ce type-là. Bonne nouvelle, on peut avoir son IA chez soi.
moyennant qu'on ait la puissance de calcul pour. Hein. Donc on va trouver depuis quelques mois des modèles qui sont déjà pré-entraînés, donc qu'on peut après adapter, mais qui réalisent exactement la même chose que ChatGPT ou Gemini ou quoi que ce soit, quoi. Ça fait partie des nouveaux business. Hein. On trouve des gens dont le métier, c'est d'adapter des IA pour les implanter dans des entreprises de manière à ce que l'IA ne sorte pas de l'entreprise. Alors pour différentes raisons. D'abord, ça permet d'avoir une IA qui est mieux adaptée à la tâche qu'on veut faire. Donc c'est toujours plus intéressant que aujourd'hui utiliser des modèles qui, pour l'instant, sont gratuits, mais ça coûte énormément cher. Donc petit à petit, les offres vont devenir payantes. Hein. Faut pas avoir de doute là-dessus. Et puis surtout, c'est que ça permet de rester maître des données. Parce qu'aujourd'hui, quand vous confiez vos données à ChatGPT, elles s'en vont sur l'Internet et puis vous savez pas trop ce qu'elles deviennent. Voilà. L'histoire raconte que des gens chez Samsung avaient fait faire des comptes rendus de conseils d'administration et ils ont été un petit peu lourdés au passage. Voilà. C'était pas très bon. Voilà. On peut pas faire comme ça, sortir des secrets impunément de certaines sociétés. Voilà. Donc, les modèles de fondation adaptés au texte ont permis de développer quelque chose qui existait il y a longtemps, du NLP, donc Natural Language Processing, hein, traitement du langage naturel, qui, jusque dans les années 90, 95, 2000, stagnait un peu à cause de la performance des modèles, du manque de données pour l'entraînement et puis de la puissance de calcul. Depuis qu'on a eu tout ça, hein, donc tous ces modèles de transformers qui sont réellement beaucoup plus performants que le reste, et puis surtout parce qu'il y a des milliards et des milliards de textes qui ont été utilisés pour pouvoir faire l'entraînement, qu'on n'avait pas accès non plus. Ça a permis vraiment de booster toute cette partie-là, et c'est sans doute la partie qui est la plus emblématique, hein, puisque on a vraiment l'impression qu'il y a une intelligence derrière et que cette intelligence est capable de nous parler. Il y a un perroquet qui est relativement bien appris, quoi. Donc on retrouve dans un papier là quelqu'un qui a fait un état de l'art relativement complet sur les différents usages qu'on peut demander. Donc on va retrouver de l'analyse de sentiments, de la classification de texte, tout un tas de choses, jusqu'à des choses qui sont pas inintéressantes pour les étudiants, qui est de la correction orthographique ou de la reformulation par exemple. Mais ça permet également de répondre aux questions, ça permet aussi de faire de la traduction automatique. C'est un domaine où notamment quand on va vers l'anglo-saxon où il y a énormément de textes forcément dans ce domaine-là, on trouve des choses qui sont assez performantes. Petit slide là aussi issu d'une autre publication, donc une dame qui s'est intéressée aux usages et aux performances de certains types de modèles en fonction de la tâche qu'on lui demandait. Donc tous les IA génératifs ne savent pas toutes faire la même chose. À l'origine, il y a deux grandes voies. Il y a une voie plutôt OpenAI, il y a une voie plutôt Google. Google était parti plutôt dans des approches de classification, OpenAI plutôt dans des approches de génération de texte. Donc si je prends un modèle comme GPT-3 par exemple, donc c'est la petite chose qui est là sur la case la plus foncée, c'est un modèle qui excelle plutôt sur l'aspect génératif et conversationnel. Bon. Et puis, par contre, c'est pas quelque chose qui est très très bon sur tout ce qui est taxonomie, par exemple, ou extraction de relations. Et à l'opposé, on va trouver des modèles qui sont, alors globalement, ils sont pas trop mauvais tous en conversationnel, mais sur tout ce qui est traduction automatique, il y a toute une zone là où ces modèles-là, c'est pas forcément utile de leur demander parce qu'ils sont pas très très bons, quoi. Donc, beaucoup de ces modèles sont dits polyvalents, mais ils sont pas polyvalents en tout. Donc c'est intéressant de savoir quand même qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avant de les employer. Issu d'une des brochures de l'UNESCO, une taxonomie aussi qui a été faite sur les différentes applications qu'on pouvait trouver dans le domaine de l'enseignement. Alors je vais revenir après sur des types d'usages, celui-là je vais pas trop le commenter, mais vous retrouverez la référence, là c'est 41. Donc avec des IA qui sont dédiés avec l'interaction avec les étudiants pour pouvoir faire un certain nombre de choses, donc pour essayer de leur faire naître en eux des compétences ou transférer des connaissances. Et puis des IA qu'on appelle des IA de soutien, donc soit des soutiens aux apprenants eux-mêmes, donc typiquement de la correction de copie, soit du soutien aux enseignants pour faire de la surveillance de forums, répondre automatiquement à des questions par exemple, ou de la surveillance au système, donc le système éducatif dans son ensemble, et on va retrouver les services d'orientation notamment qui sont touchés par ce type d'application. Donc là j'en ai extrait sur 3 ou 4 slides. Du tutorat intelligent,
donc tout ce qui est mécanisme d'ITS, hein, vous imaginez un CLN avec des cours en ligne mais améliorés, qui serait capable d'adapter les supports aux étudiants, au rythme des apprenants, de pouvoir faire éventuellement de la traduction automatique de texte ou de l'adaptation de support en fonction du handicap de certains, enfin, tout un tas de choses, hein, qu'on peut agréger autour de tout ça. Donc il y a pas mal de choses qui existent, hein, déjà, et sur la plupart des applications que je cite, elles sont toutes d'un niveau commercial. C'est-à-dire qu'on trouve toutes des sociétés qui diffusent ces solutions-là. Donc on a déjà franchi le pas de la recherche. Ça ne veut pas dire que tout est extrêmement performant non plus, hein. Des chatbots éducatifs, donc un chat GPT à qui je pose mes questions et puis qui normalement me répond, donc qui forcément est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pas seulement la veille de l'examen. De l'analyse prédictive, le but étant de détecter dans les interactions que vont avoir les différents apprenants avec la plateforme, quels sont ceux qui semblent être en difficulté, avant même qu'on ait fait des évaluations, donc pour dès le début, hein, les réorienter vers des pratiques ou des apprentissages plus efficaces, de l'évaluation automatisée, donc de la correction automatique, depuis des choses très très basiques jusqu'à de l'évaluation relativement poussée sur de la dissertation notamment, de la détection de la plagiat, là j'ai pas mis de référence, on va retrouver de l'aide à l'orientation, on va retrouver des choses amusantes à travers de l'amélioration de l'engagement, le but étant de capturer, donc un peu un TikTok, hein, pour l'éducation, de capturer l'attention des étudiants le plus longtemps possible. Donc souvent à travers la réalisation de jeux ou de mondes virtuels ou de choses comme ça. Notamment, il y a une des publications assez intéressantes qui montre comment la reconstruction de monuments disparus ou de musées permet de transférer des connaissances historiques dans les étudiants. Je dis transférer, hein, voilà. C'est un peu l'idée. Bon, il y a beaucoup de choses et notamment beaucoup d'applications assistées par de l'IA. On avait vu de la traduction automatique, mais on trouve également des applications. Il y en a une, son nom vient de m'échapper, mais c'est pas très très grave. Il y a Math dedans, je me souviens plus comment elle s'appelle. Vous prenez votre smartphone, vous photocopiez, enfin vous scannez, photographiez un problème de mathématiques. La machine analyse le problème, fait la résolution, vous explique comment ça se résout, vous donne le résultat. Et ce qui, sur le 55, là, une citation, un article du Global Times en Chine qui explique que ce type d'application a été interdit parce que il y avait l'effet contraire. En fait, les étudiants n'apprenaient plus à résoudre les problèmes de mathématiques eux-mêmes, ils le faisaient faire directement par l'application. Donc, le gouvernement a interdit l'appli. Dans les choses qui sont peut-être pas forcément souhaitables, on trouve l'idée d'instrumenter les apprenants pour savoir si il se passe quelque chose réellement dans leur cerveau. Alors, il y a Neuromaker, hein, qui fabrique un BCI. Donc, BCI, c'est Brain Computer Interface. Donc, à l'origine, c'est un périphérique qu'on utilise pour essayer de commander des choses par la pensée. Donc, c'est des choses qui sont pas récentes, hein. On en a acquis un au labo vers 2006, par là. Sauf que celui-là, il est rigolo, il y a une petite lumière devant, et la petite lumière devant permet de mesurer l'activité cérébrale du sujet qui porte le casque, et donc de savoir s'il est beaucoup plus concentré que la moyenne ou pas. Et donc, ce qui permet à l'enseignant, c'est un des cas qu'ils expliquent, hein, de montrer, enfin, de se rendre compte s'il y en a qui sont en train de flâner dans leur tête ou au contraire qui sont parfaitement à fond sur leur cours. Bon, ça, c'est peut-être pas top, hein. Bon, il y a donc ça, c'était aux États-Unis, hein, avec BrainCo, qui est la société qui fait ça. Et on a la même chose également en Chine. Donc là, il y a un papier qui raconte que on retrouve cette chose-là en Chine, phénomène qui commence à se répandre. Et les données d'apprentissage des enfants, donc l'activité cérébrale, est accessible aux enseignants et aux parents. Bonne chance après à la maison. Et on retrouve également dans différents sites, hein, des actions de surveillance des étudiants sur les campus, donc des allées-venues, de qu'est-ce qu'ils consomment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se développent. Il y a une fronde qui est en train de monter aux États-Unis sur cette question-là. Et on trouve également de la vérification de la présence par reconnaissance faciale également. Comme ça fait l'appel à votre place. Ça, c'est peut-être un peu trop intrusif, hein, tout ça. Voilà. Il me reste 5 minutes, chouette. Donc je vais pouvoir finir de casser l'ambiance alors. Bon, pas spécialement dans l'enseignement, hein, mais dans la vie en général. On s'est bien rendu compte que ces outils mettaient à disposition de tout le monde tout un tas de capacités qu'avant ils n'avaient pas, notamment pour faire des faux.
on peut fabriquer à l'appel et très très rapidement des fausses images, des fausses vidéos, des faux journaux, voilà, bref, avec toutes les manipulations que ça entraîne derrière. Donc notamment une explosion de la cybercriminalité, là où on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de systèmes qui sont contrôlés par des mafias, parce que forcément c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup moins dangereux aussi de s'adonner à ce type d'activité-là. Donc on retrouve notamment en cybercriminalité de la fabrication automatique de virus, de la planification et de la coordination d'attaques sur des réseaux. Donc ça, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. On retrouve également un certain nombre de biais. Donc biais, il faut vous imaginer des données qui sont rassemblées pour un objectif, mais elles sont pas forcément très très bien alignées par rapport à cet objectif, parce que on n'y a pas pensé au moment de la réalisation du jeu de données avec lequel on a appris l'IA. Donc ça peut mener à un certain nombre de choses. Donc on retrouve à travers la littérature des situations d'exclusion, de racisme, jusqu'à une affaire qui est en cours. On reproche à Facebook la création de bulles de fil d'après ses algorithmes de recommandation dans le massacre des Rohingyas. Donc ça, c'est une publication d'Amnesty International et puis de je sais plus qui. Bref. Dans les choses qu'on ne voit pas non plus, c'est tout ce qui est annotation des données. Ces données, il faut qu'elles soient préparées, il faut qu'elles soient de la meilleure qualité possible pour apprendre l'IA. Et on parle de milliards et de milliards de données. Donc, c'est pas une machine qui va donner son avis sur la qualité d'une donnée, puisque c'est déjà ça qu'on essaye de faire. Donc, pour le coup, ce sont des humains qui font ça. Donc, vous avez peut-être vu passer dans la presse des affaires, notamment en Centrafrique, en Malaisie, en Indonésie, voilà. Donc sur le fait d'avoir des gens qui sont très très peu payés pour pouvoir annoter des informations pour entraîner des IA. Des choses qui font pas spécialement rêver non plus, c'est tout ce qui est course aux armes autonomes, hein, parce qu'on envisage d'équiper des armes d'intelligence artificielle pour être beaucoup plus réactives que ce que les humains font, ou pour pouvoir être complètement autonome. Alors aujourd'hui, même si une tentative de moratoire dessus, dès l'instant où il y a un pays qui s'est engouffré là-dedans, ça lui donne un avantage, donc tous les autres, forcément, ils sont obligés d'y aller pour pas perdre cet avantage. C'est un peu comme si d'un seul coup, on donnait la bombe atomique à quelqu'un, on se dit, il faut absolument que les autres l'aient pour éviter que celui-là, il nous tape dessus, quoi. Donc là, on est parti à fond dedans, hein. Et puis, on trouve des applications un peu bizarres, du profilage de catégories de personnes, et il y a 3 semaines, il y a une publication qui explique qu'à San José, on a créé un détecteur de SDF. Donc ça, c'est pareil, je suis pas sûr que ce soit un truc qui fasse réellement progresser la société, parce qu'on sait pas en fait pourquoi est-ce qu'on les détecte. On sait pas si c'est pour les aider ou si c'est au contraire pour les exclure. Extrait de Life Architect de Daniel Thompson, un site qui est régulièrement remis à jour, qui est assez bien informé sur les IA. Là, l'idée, c'est de montrer la taille des modèles. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de modèles qui contenaient un certain nombre de paramètres. Donc, si je prends le GPT-3, alors il s'étale entre, il y en a un qui est ici, là, il y a un ChatGPT avec un GPT 3.5 Turbo, et puis sinon, il y a un DaVinci 2. Bon, globalement, on parle de modèles qui ont entre 30 et 170 milliards de paramètres. Donc, vous imaginez une grosse équation, et dedans, il y a 170 milliards de variables, il faut trouver les valeurs des variables. Voilà, des modèles en cours, ils sont à 2 Tera, donc ils sont à 2000 milliards de paramètres. Donc vous imaginez bien que pour construire, donc tout ça, ça prend une place folle, pour construire toutes ces choses-là, ça demande aussi un temps de calcul important, ce qui va nous amener sur l'idée que tout ça est extrêmement énergivore. Là, il y a un graphe là qui représente la quantité de calcul qu'il a fallu faire pour entraîner un certain nombre de modèles. Je vous ai mis en référence une petite idée, même s'il ne vous parle pas forcément de Frontier, qui est l'ordinateur le plus puissant sur la Terre actuellement, hein. Donc avec sa puissance de calcul en novembre 2003 et la quantité de calcul qu'il faut pour entraîner GPT-4. Et donc il y a 1 million de fois plus de calcul que la puissance de calcul de cet ordinateur-là. Bon, ça veut dire que si on le mettait sur le problème, globalement, à la vitesse à laquelle il va, il travaille 11 jours pour pouvoir entraîner GPT-4. Voilà. Bon, alors dans la réalité, c'est pas Frontier qui le fait, donc ça prend un petit peu plus longtemps. Mais Frontier, il mange 22 000 mégawatts hein, quand même. Donc consomme beaucoup d'énergie. Si j'essaye de faire un panel un petit peu plus grand de tout ça, il faut fabriquer des ordinateurs, donc ça consomme des minerais, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'eau. Une fois qu'on a ces ordinateurs, il faut faire des réseaux, donc bref, il y a tout un tas de choses. Il faut du stockage, il faut des moyens de calcul, il faut produire l'énergie qui va être consommée par tout ce monde-là. Donc, cette production d'énergie, c'est soit de l'énergie fossile, soit d'autres choses. Si c'est une centrale nucléaire, il faut la refroidir, donc il y a de l'eau.
Donc, il y a une consommation, là, donc là, c'est pas forcément montré, mais il y a une consommation hydrique qui est absolument phénoménale hein, pour pouvoir manipuler tous ces modèles. Donc, on comprend pourquoi dans la recherche, il y a également une attitude qui consiste à dire il faut qu'on arrive à dégrossir les modèles au maximum, donc de faire des modèles qui soient beaucoup plus frugaux, de façon à ce qu'on réduise aussi cette empreinte écologique hein, sur la planète, parce qu'on voit bien que c'est un outil qui a l'air super intéressant, qui peut nous apporter un tas d'avantages et qui sans doute un certain nombre de désavantages qu'il va falloir qu'on apprenne à contrer, mais on peut pas ignorer non plus que c'est pas bon hein, pour le climat, hein, voilà, on va le dire comme ça, et pas que le climat. Dans les choses à retenir, l'IA, ce n'est qu'un outil. Votre marteau et votre paire de pinces et votre géranium peuvent être éventuellement des outils. Donc l'IA, c'est exactement un peu de choses près la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus interactif, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est à peu près du même niveau. Donc il faut quand même avoir une confiance peut-être un petit peu critique et un petit peu modérée dans ces outils-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais il ne faut pas croire non plus tout ce qu'elles racontent de manière ferme et fiable. Donc, on est essentiel de comprendre ce que l'IA est capable de faire, ses capacités, notamment qu'est-ce qu'elle a appris pour pouvoir produire ses réponses, dans quelles conditions elle a appris, quel est le type de données, comment est-ce qu'elles ont été contrôlées, ça peut poser des problèmes de droit d'auteur également. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent arriver autour de ça, et pour avoir quelque chose de vraiment responsable, comme disait Bertrand tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de points à examiner. Aujourd'hui, on est toujours dans un domaine qui est une IA faible. Donc, le contraire, c'est l'IA forte. L'IA forte, ce serait une IA qui serait à peu près des capacités, sans doute même dépasser les nôtres, mais au moins autant que nous. Là, globalement, c'est une IA qui ne sait pas ce que c'est, qui a pas de notion de bien, de mal, de bon, de mauvais, de positif, de négatif, de tout ça. Elle l'a appris à travers les données, et donc forcément, c'est orienté par la qualité des données. Donc, il y a des régimes politiques qui ont fait des IA, il y a des religions qui ont fait des IA. Avec un certain nombre de systèmes de valeurs qui correspondent à ces entités-là. Certaines IA donnent des réponses qui sont très très humaines, mais n'ayant pas ce sens éthique ou moral, il faut systématiquement en fait que les utilisateurs possèdent eux-mêmes les compétences nécessaires pour critiquer la réponse de l'IA, pour éviter d'avoir des usages relativement détournés. Notamment, comme les humains, hein, les IA peuvent produire des résultats qui sont totalement faux, mais avec un aplomb assez impressionnant. J'ai essayé d'interagir il n'y a pas très longtemps avec ChatGPT pour lui demander de me produire une image, parce que vous avez remarqué l'image de la page d'accueil, hein, c'était Dali qui l'avait fait. Et à un moment donné, j'ai voulu lui faire fabriquer une image d'après une photo. Il m'a dit, bah non, ça, je sais pas faire, je sais pas lire les photos. Sachant qu'un mois avant, je l'avais fait. Donc, on a discuté pendant 2 minutes. Puis, à la fin, j'ai quand même fourni la photo en lui disant, tu me fais ça, maintenant, t'arrêtes de déconner. Et puis, il a fini par le faire. Mais au départ, il voulait pas parce qu'il prétendait qu'il n'était pas capable de lire les photos parce qu'il voulait pas faire de fake, sans doute. Un effet de bord du PPO. L'IA doit être utilisée. On peut pas y échapper. Alors, on peut pas y échapper parce que la concurrence y échappe pas. D'ailleurs que un peu dans la même idée que les armes autonomes, dès l'instant où il y a un des belligérants qui est plus fort que les autres avec un moyen, il faut absolument être aussi au point sur ce moyen-là. Dès l'instant où vous avez une entreprise qui va avoir une puissance de feu décuplée simplement parce que, économiquement, si les gens veulent rester dans la course, ils vont pas pouvoir faire autrement qu'eux. Je dis pas que c'est bien, hein, mais pour l'instant, c'est comme ça que malheureusement les choses fonctionnent. Donc, il faut peut-être essayer d'infléchir un peu la courbe, tout en essayant de faire prendre conscience qu'il y a un certain nombre d'éléments à améliorer. Mais malheureusement, pour l'instant, la concurrence ne se privant pas de ces actions-là, peut difficilement rester à l'écart de tout ça. Donc, il faut former tous les utilisateurs, hein, que ce soit les étudiants, notamment pour qu'ils développent un sens critique vis-à-vis de l'usage, et puis qu'ils se concentrent sur des tâches qui sont facilement automatisables et qui ont peu de valeur ajoutée. Mais qu'on ne tombe pas dans ce que je racontais tout à l'heure avec la citation du Global Times, où finalement la machine va faire les choses à la place des gens et les gens ne sauront plus faire les choses. Si je prends un marteau avec un clou, je peux enfoncer mon clou avec à peu près n'importe quoi. Je sais encore comment on fait pour enfoncer un clou, même si j'ai des outils pour pouvoir le faire. Là, avec l'IA, il faut se méfier. On peut arriver à une situation où on ne sait plus enfoncer le clou parce que finalement, l'IA le fait beaucoup mieux que nous. Et la tâche étant un peu plus complexe, on la maîtrisera de moins en moins. Ce qui veut dire que dans le temps, plus la société va progresser, plus elle sera fragile technologiquement. C'est quand même pas le but. Il faut former aussi les enseignants, sans doute.
D'abord parce qu'ils peuvent retirer un certain bénéfice de leur activité, parce que ça va leur faire gagner du temps sur un certain nombre de points. Aussi parce qu'ils ont pour mission de préparer leurs étudiants au monde du travail, et donc on peut pas les faire sortir sans qu'ils aient vu des IA, sachant que quand ils vont arriver dans le monde du travail, ils vont en rencontrer. Donc autant qu'ils partent d'ici avec plutôt des bons réflexes pour éviter de reproduire des choses qui sont pas très pratiques, éthiques ou intellectuellement satisfaisantes dans le monde professionnel. Faut également éviter que les enseignants perdent en capacité, puisque c'est un monde aussi concurrentiel. S'il y en a qui envisagent une évolution de carrière, si les gens ne sont pas formés aux IA, ils auront un désavantage par rapport à ceux qui seront formés en termes de compétences. Donc, ne serait-ce que pour maintenir le niveau de compétence des gens au sein de la profession, c'est sans doute pas une mauvaise idée de les former aux IA. Et puis, plus généralement, pour amener des discussions avec les étudiants, pour essayer de construire une société où tout le monde ne fait pas n'importe quoi avec ses outils. Voilà. Et donc, je terminerai sur les bons mots de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut apprendre au maximum à utiliser ces IA pour en faire le meilleur usage possible. Ça y est, fini ? C'est fini. Chouette. Ouais. Merci. Merci Thierry de cette conférence introductive. Merci d'avoir respecté le timing. C'était plus vite, hein ? Un petit peu. Je vous propose de passer le micro aux personnes qui souhaitent poser des questions. Donc, vous pouvez interroger Thierry sur toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Donc, je viendrai vous apporter le micro. Oui, bonjour, moi j'ai une question d'ignare, je suis littéraire, donc voilà, je précise, je n'y connais rien. Deux questions, une question d'usager. Est-ce que, par exemple, on peut limiter les données dans lesquelles l'IA va chercher ? Typiquement, je lui dis, résume-moi, fais-moi une synthèse de 4 articles, et je veux que ces 4-là, est-ce que je peux, moi, avec un chat GPT ou autre, lui demander de limiter sa recherche à des choses qui m'intéressent, parce qu'elles sont scientifiquement prouvées ? Ça, c'est la question 1. Et la question 2, c'est est-ce qu'il y a des gens qui font des recherches sur les détecteurs d'IA ? Oui. C'est-à-dire pour essayer de cerner les fausses images ou les textes issus de panneaux étudiants. Oui. Alors, réponse oui aux deux questions. Sur la première, alors c'est pas forcément sur des outils comme Gemini, ChatGPT ou autres, puisqu'on contrôle pas l'ensemble des données et il faudrait faire confiance à la machine en lui disant tu ne sélectionnes que 4 articles. Bon, ça c'est bon. Elle n'est pas obligée forcément d'obéir promptement, quoi. Elle peut faire 4,5 peut-être. Et puis surtout, c'est pas un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une banque de données dans laquelle elle va piocher. On a mis en entrée tout un ensemble de données. Tout cet ensemble de données, il a été réparti là, sous la forme de petits coefficients dans un super gros modèle. Et donc, une fois que c'en est à ce niveau-là, en fait, elle n'a pas la mémoire de tout ce qu'elle a vu. Alors par contre, on va trouver des versions de ChatGPT, notamment la 4, qui est couplée à un moteur de recherche. Et à un moment donné, on peut lui donner une liste de références en disant dans les références qui sont là, tu peux chercher. On trouve des IA qui sont plus spécialisées. Il y en a une qui s'appelle Consensus, par exemple, à qui on va poser une question plutôt de niveau recherche et la machine va essayer de répondre à la question. Donc devant, il y a un moteur de recherche classique, il va aller matcher un certain nombre de documents par rapport à des mots-clés, et puis derrière, il y a une IA qui va analyser le texte et qui va essayer de faire une synthèse pour répondre à la question. Dans la mesure où nous, on guide le processus, si on lui dit, tu prends ces articles-là, tu me fais un résumé, ou tu me sors les faits intéressants, ou tu me synthétises sous la forme d'un tableau les données qu'il y a dedans, et ainsi de suite, globalement, l'IA est relativement cadrée, elle se trompe relativement peu. Voilà. Par contre, il faut bien avoir intégré que ce n'est pas un moteur de recherche. Voilà. Donc, si on lui demande des choses qu'elle ne sait pas et que, à travers la question, elle sent qu'elle peut aller chercher sur Internet, GPT-4 le fait. Voilà. À un moment donné, si je lui dis quand sont les dates de tel ou tel festival, il va me le sortir. Mais ça, c'est pas un usage qui est super respectueux de l'environnement, parce que mon moteur de recherche, il va consommer 10 fois moins de ressources pour me donner la même information que l'usage de cet outil-là, quoi. Sur la deuxième question, il y a effectivement des sociétés qui sont données pour mission de faire des détecteurs d'IA. Voilà. Bon, ça, c'est l'histoire du gendarme et du voleur. Il y en a toujours un qui est toujours un peu en retard sur l'autre. Voilà. Mais ça existe. D'un côté, on a essayé de légiférer aussi pour essayer de taguer numériquement des productions qui seraient faites par des IA. Puis, on va trouver des outils qui vont essayer de détaguer ou de brouiller le code. Enfin, voilà. Je pense qu'on n'en sort pas de cette chose-là. Oui. Oui, bonjour. Justement, par rapport à... Là, c'est une question plus philosophique, on va dire.
Vous avez cité Rabelais. Oui. Et du coup, moi, je me dis là, peut-être qu'on se place, le fond de la question par rapport à l'IA, peut-être qu'il est là. Est-ce que scientifiquement, justement, dans cette citation, est-ce qu'on a une définition de l'âme? Parce que c'est peut-être ce qui nous définit. Au joker. Au joker, là. Je ne sais pas. Il y a de toute façon un mouvement dans l'IA qui consiste à imaginer que l'IA forte serait dans la taille du modèle. Et que plus le modèle va être gros, plus cette IA arriverait à s'imprégner de quelque chose que nous, je ne sais pas, on rapproche peut-être de l'âme. En tout cas, on espère faire naître la conscience dans l'IA en faisant des modèles de plus en plus gros. On ne sait pas trop on sait pas trop le définir, on ne sait pas trop comment ça apparaît, ce genre de choses, forcément. Mais aujourd'hui, on sait que globalement, le nombre de paramètres qu'on va trouver dans les plus grosses IA qu'on a est encore 1000 fois inférieur au nombre de connexions qui est dans le cerveau humain. Donc on se dit que si on arrivait à faire quelque chose qui est à la taille d'un cerveau humain en nombre de connexions, donc un modèle 1000 fois plus gros, peut-être que ce type de choses arriverait à naître. Voilà. Donc pour l'instant on est parti à fond, non, mais il y a un certain mouvement notamment de transhumanisme qui s'oriente vers ça, puisque il y en a qui imaginent que forcément si à un moment donné on arrivait à nous numériser, je passe parmi les applications un peu glauques, on peut numériser un défunt et puis interagir avec lui, donc ce qui pose un certain nombre de problèmes aussi d'un point de vue éthique. Il y a des gens qui imaginent qu'en étant numérisés eux-mêmes, ils pourraient atteindre une sorte de vie éternelle, mais un truc un peu électronique, qui serait pas un truc classique comme on le vit tous les jours. Voilà. Donc il y a plein de questions philosophiques et plein de débats à avoir là-dessus. Oui. Ma question était par rapport à est-ce qu'on a une idée de l'origine des données qui sont exploitées? C'est-à-dire, est-ce que ça se représente, comme je l'imagine, à 99% des productions occidentales des 10 dernières années du monde blanc, etc. Oui, parce que, évidemment, tout ce qui est en chinois ou tout ce qui est en japonais, le codage est un peu plus compliqué, même si c'est toujours posable. Et voilà. Oui. Alors, on va trouver des jeux de données qui sont accessibles publiquement, mais les grosses sociétés qui sont leaders sur le marché, que ce soit Meta, Google, OpenAI ou autres, ne diffusent pas les jeux de données. Ils donnent des indications sur la taille des jeux de données, sur la composition des corpus en termes de pourcentage, sur un peu une sorte de volume en nombre de textes, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Voilà. Par contre, dans le cas où on peut avoir son IA chez soi, moyennant qu'on ait une puissance de calcul pour pouvoir l'entraîner, ça peut se contrôler. Donc on pourrait imaginer une IA qui soit parfaitement centrée sur une période de l'histoire parce qu'on a accumulé nous-mêmes un grand nombre de textes dans ce domaine-là. Et forcément, comme ce sont des entreprises qui sont quasiment toutes américaines, il y a essentiellement des textes qui sont anglo-saxons avec une vision. On parlait il n'y a pas très très longtemps, il y avait un débat sur l'IA et le wokisme. Il y a quelqu'un qui a fait l'essai en demandant de représenter un soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a le cas typique de l'Arien blanc, mais on a une version noire, on a une version fille, on a une version jeune, on a une version vieux, de manière à ce que tout le monde soit content, quoi. Voilà. Et donc cet état d'esprit se retrouve aussi à travers les données, la variété des données qu'on retrouve. De toute façon, c'est une machine à reproduire des biais. Voilà. Donc la qualité des données est extrêmement importante vu que c'est ça qui fabrique l'algorithme de décision qu'est l'intelligence artificielle. Donc il y a une grosse question sur la qualité des données et on voit apparaître un certain nombre de champs de recherche qui vont étudier la qualité des données, la manière d'équilibrer les jeux de données les uns par rapport aux autres. Eh bien, merci Thierry. Je t'en prie. Merci à vous tous. Je pense que d'autres questions pourront être posées tout au long de cette journée. Donc voilà, je vous invite à aller prendre le café.